Le mystère des chefs d'œuvre disparus, une énigme à 100 millions d'euros. L'aube pointait à peine, perçant le voile épais des nuages, quand le monde de l'art fut frappé par une nouvelle stupéfiante. 5 chefs d'œuvre inestimables avaient été dérobés dans l'enceinte d'un musée prestigieux. La valeur totale de ces pièces volées? Plus de 100 millions d'euros, selon les experts. Un cambriolage d'une audace sans précédent, qui allait marquer l'histoire comme l'un des plus grands vols d'art jamais commis. Parmi les œuvres disparues, joyaux de la culture et symboles du génie artistique, figurait « Le pigeon au petit pois » de Pablo Picasso, une toile cubiste datant de 1911, La Pastorale, d'Henri Matisse, une explosion de vie et de couleurs créée entre 1905 et 1906, L'Olivier près de l'Estaque, de Georges Braque, une œuvre de 1908, témoignant de l'influence de Cézanne et annonçant les prémices du cubisme, Fama. L'Éventail, d'Amedeo Modigliani, un portrait énigmatique et raffiné réalisé vers 1919, et enfin, Nature morte au chandelier, de Fernand Léger, une composition de 1922, reflet de l'esthétique industrielle de son époque. La découverte du vol sema la consternation parmi les employés du musée, dont la routine matinale se transforma en cauchemar. Comment une telle chose avait-elle pu se produire? Comment des malfaiteurs avaient-ils pu pénétrer dans un bâtiment aussi sécurisé, contourner les systèmes de surveillance sophistiqués et emporter des tableaux sans laisser de traces apparentes? Cette question obsédait tous ceux qui étaient impliqués dans l'enquête. Plus d'une décennie s'est écoulée depuis ce jour fatidique, et le mystère demeure entier. Le lieu où se cachent ces trésors artistiques reste inconnu, et l'affaire du « vol du siècle » continue de passionner les experts d'art et les forces de l'ordre du monde entier. Un rappel saisissant de la vulnérabilité de notre patrimoine culturel et de la persistance des énigmes irrésolues. À la hâte, une équipe de détectives chevronnés, dirigée par le commissaire Jean-Louis Dupont, un homme réputé pour sa méticulosité, son esprit analytique et sa foi inébranlable en la justice, arriva sur les lieux. Fort d'une carrière jalonnée de résolution d'affaires retentissantes, le commissaire Dupont comprit qu'il était confronté à l'un des défis les plus complexes de son parcours. Un vol d'une telle envergure exigeait non seulement un grand professionnalisme, mais aussi une compréhension profonde de la psychologie des criminels et une connaissance pointue du marché de l'art. Dupont, détective à l'ancienne, privilégiait les méthodes d'investigation classiques, s'appuyant sur la puissance de la déduction et de l'observation. Il était convaincu que même dans les crimes les plus obscurs, il existait toujours un point de départ, un fil ténu capable de révéler l'identité du coupable. Ses convictions étaient ancrées dans les principes énoncés par Edgar Allan Poe dans « Double assassinat dans la rue Morgue », où une analyse minutieuse et des déductions logiques permettaient d'élucider des mystères apparemment insolubles. Un grincement de porte brisa le silence, suivi du bruit de pas sur le parquet vieilli. La voix rauque et lasse, Dupont examinait attentivement la scène de crime. Les cadres vides béaient sur les murs, tels des témoins silencieux de l'événement. Le silence n'était troublé que par le crépitement de la pluie contre les vitres, créant une atmosphère funeste. Dans l'air stagnait un mélange d'odeurs, le bois ancien, la poussière et une subtile fragrance de désillusion. À l'instar de Sherlock Holmes, réputé pour son flair infaillible, Dupont s'efforçait de saisir la moindre nuance olfactive susceptible de l'éclairer sur les événements. « Comment est-ce possible » murmura Dupont, plus pour lui-même que pour ses assistants. Comment ont-ils pu réaliser un tel prodige? Une interrogation qui n'aurait pas déplu à Hercule Poirot, l'illustre détective d'Agatha Christie, maître dans l'art de remettre en question l'évidence pour dénicher l'explication hors du commun. La musique, de plus en plus oppressante, accentuait l'atmosphère d'angoisse et d'incertitude. L'enquête débutait, et Dupont était prêt à mobiliser toute son expérience et son intuition pour déchiffrer cette énigme complexe. Car, comme l'affirmait le grand Arthur Conan Doyle, après avoir éliminé tout ce qui est impossible, ce qui reste, aussi improbable que cela puisse paraître, doit être la vérité. Et Dupont était déterminé à percer le mystère, aussi incroyable fût-il. Des interrogatoires minutieux des témoins, un examen scrupuleux des enregistrements de vidéosurveillance et une analyse pointilleuse des empreintes digitales n'avaient pas donné les résultats escomptés. Les caméras de surveillance n'avaient capturé qu'une silhouette indistincte, un homme masqué fuyant à travers les couloirs. L'enquête de police n'a révélé aucune empreinte digitale suspecte, mis à part celle du personnel du musée, écartant l'hypothèse d'une simple effraction. L'absence totale de traces d'effraction épaississait le mystère, comme si les voleurs s'étaient volatilisés, tels des spectres. Bientôt, un nom émergea des investigations, Jean Tomic, un cambrioleur de renom, connu dans le milieu criminel parisien sous le surnom de Spiderman. Tomic n'était pas un simple voleur, mais une légende. Spécialisé dans le vol d'œuvres d'art, il déjouait avec brio les systèmes de sécurité les plus sophistiqués, laissant les forces de l'ordre perplexes.
Son surnom, il le devait à son agilité exceptionnelle et à sa capacité à s'introduire dans des lieux hautement protégés. Tel son homonyme des bandes dessinées, il semblait escalader murs et plafonds avec une aisance déconcertante, se fondant dans l'ombre. L'histoire de Tomić est jalonnée d'audace insensée. On raconte qu'il escaladait les immeubles, se faufilait dans les conduits d'aération avec une agilité stupéfiante, défiant les systèmes de sécurité les plus sophistiqués. Son nom seul suscitait un mélange d'admiration et de crainte. Véritable artiste du cambriolage, il planifiait chaque opération avec une minutie chirurgicale, préférant agir seul, guidé par son instinct et son expertise. La police, déconcertée par ses méthodes imprévisibles, a longtemps été incapable de le capturer. Une fois, il s'est introduit dans une banque par les conduits de ventilation, laissant derrière lui un mot ironique signé de son nom. Une autre fois, il a dérobé le diamant en l'œil de la nuit lors d'une exposition privée sous haute surveillance, sans laisser la moindre trace. Tomić était un virtuose du vol, une légende dont les exploits, teintés d'audace et d'ingéniosité, fascinaient autant qu'ils terrifiaient. Il était capable de déjouer les pièges les plus complexes avec une aisance déconcertante, se jouant des dispositifs de sécurité comme un chat avec une pelote de laine. Sa nouvelle mission au musée ne faisait que confirmer sa réputation. Lorsque la police parisienne lança une chasse à l'homme d'une ampleur inédite pour traquer Vjoran Tomić, la ville fut tapissée de son visage. Une récompense de 100 000 €, une somme rondelette, fut promise pour toute information menant à sa capture. Pourtant, Tomić semblait s'être volatilisé. Il disparut de la capitale française avec la même soudaineté qu'il y était apparu, ne laissant derrière lui qu'un sillage de rumeurs et de spéculations. Son insaisissabilité devint légendaire, et son nom, synonyme d'audace et de rébellion. Il était devenu un spectre, une légende vivant hors de portée de la loi. On murmurait qu'il avait fui le pays pour refaire sa vie ailleurs, peut-être à Rome, peut-être à New York, voire sur un autre continent. Nul ne le savait avec certitude. La voix du narrateur prend un ton pensif lorsqu'il évoque Vjoran Tomić, personnage auréolé de mystère et de contradiction. Son parcours est une histoire de survie, celle d'un enfant des rues devenu un criminel audacieux, défiant l'ordre établi. Orphelin dès son plus jeune âge, Vjoran Tomić grandit dans la misère, son père, accablé par l'alcool, étant absent et sa mère décédée alors qu'il n'avait que quelques années. Livré à lui-même, il ira dans les rues de Paris, où il se lia d'amitié avec d'autres enfants démunis. Dans cet univers impitoyable, la survie dépendait de l'agilité, de l'ingéniosité et de la capacité à se défendre. Ses premiers vols, Tomić les commis par nécessité, pour apaiser sa faim. Mais avec le temps, le vol devint plus qu'un simple moyen de subsistance. Il se transforma en un défi, un jeu avec la loi, une source d'adrénaline et de sentiment de supériorité. Tomić considérait ses audacieuses incursions non pas comme des crimes, mais comme un art. Il se voyait comme un artiste, un maître perfectionnant son talent à chaque nouveau larcin. À l'image de Victor Lustig, l'escroc ayant vendu la tour Eiffel, Tomić trouvait une jouissance dans la tromperie, dans l'habileté à déjouer le système. Il abhorrait la morale bourgeoise et voyait dans ses crimes un acte de rébellion contre l'injustice du monde. Cet esprit frondeur, allié à un sens artistique aigu et à une audace insolente, a métamorphosé Vjoran Tomić en une légende du milieu criminel, un homme dont l'histoire continue de fasciner et de provoquer la controverse. Sa personnalité, telle une toile de maître, se compose d'une multitude de nuances, allant du destin tragique d'un orphelin à l'image d'un voleur audacieux et insaisissable, défiant la société tout entière. La voix du narrateur se teinte de notes veloutées, presque tragiques, tandis que des éléments de suspense s'entrelacent dans le récit. Est-ce le désespoir qui a poussé Tomić à commettre un acte aussi téméraire et audacieux que le cambriolage du musée d'art moderne, comparable, par son audace, au vol de la Joconde en 1911 ? Ou était-ce la soif du gain, alimentée par l'influence de forces obscures ? N'était-il qu'un pion dans un jeu complexe, une marionnette tirée par les ficelles d'un mystérieux manipulateur ? Avait-il des complices, des criminels chevronnés, qui auraient planifié l'opération dans les moindres détails, comme une partie d'échecs ? Qui lui a commandé ces toiles inestimables, ces chefs-d'œuvre dont la valeur se chiffre en millions ? Et enfin, la question la plus lancinante, où sont cachés aujourd'hui les trésors volés, ces incarnations du génie, disparues à jamais de la vue du public ? Telles des épines acérées plantées dans son esprit, ces questions obsédantes hantaient le commissaire Dupont, un homme dont la réputation était aussi immaculée qu'un diamant taillé à la perfection. La sonnerie stridente du téléphone rompit le silence de son bureau. Sa voix, rauque de fatigue, conservait néanmoins une fermeté d'acier, une volonté inébranlable de triompher. Dupont refusait de céder.
il poursuivait son enquête avec une détermination acharnée, bravant la pression colossale de sa hiérarchie, qui exigeait des résultats immédiats, les critiques acerbes de la presse, qui se délectait de ses moindres faux pas, et l'absence totale d'indices concrets, comme si le crime avait été commis par un spectre. Il savait que non seulement sa carrière était en jeu, mais aussi l'honneur de la police et la confiance du public en la justice. Selon les statistiques d'Interpol, seul un peu plus d'une œuvre d'art volée sur 10 est retrouvée, ce qui rendait la tâche de Dupont d'autant plus ardue et cruciale. Plus qu'une simple réputation, c'était le destin de trésors inestimables qui était en suspens, et Dupont en était pleinement conscient. La tension musicale s'intensifiait, tissant des éléments dignes d'un véritable thriller dans le récit. L'enquête prit une tournure inattendue lorsque Dupont découvrit que, quelques jours avant le cambriolage, Tomic avait rencontré Jean-Michel Corvet, un antiquaire tristement célèbre pour ses liens avec la pègre. Corve, un homme aussi insaisissable que dangereux, évoluait à la frontière ténue entre le monde de l'art et les bas-fonds de la criminalité. Sa spécialité, l'acquisition d'objets volés et leur revente à des collectionneurs fortunés, prêts à dépenser des fortunes pour posséder des chefs-d'œuvre acquis illégalement. Interpol estimait qu'environ 60% des œuvres d'art dérobées finissaient dans des collections privées, et Corve était un acteur majeur de ce circuit. Dupont soupçonnait Corve d'être plus qu'un simple intermédiaire, peut-être même le commanditaire des vols. Il mit l'antiquaire sous surveillance, et ses doutes se confirmèrent rapidement. Corve rencontrait régulièrement des individus douteux, que la police soupçonnait d'être impliqués dans l'organisation du « vol du siècle ». Soudain, un fracas assourdissant rompit le silence, une poursuite automobile, les crissements de pneus lacérant l'air comme un présage funeste. La tension était à son comble, à l'image d'un passage de la 5e partie du cycle, Les 4 saisons, de Vivaldi, où la tempête des sentiments se mêle à la menace imminente. Le ton du narrateur s'intensifiait, annonçant l'apogée de l'histoire. La police, agissant avec détermination, lança une vaste opération de police contre Corve, l'antiquaire soupçonné d'être à l'origine de plusieurs cambriolages audacieux. Fort d'une intuition aiguisée, Corve sentit le danger imminent et tenta désespérément de s'échapper. Une poursuite effrénée s'engagea alors dans le labyrinthe des ruelles parisiennes, où l'écho des pas et le crissement des pneus résonnaient contre les bâtiments anciens. Finalement, grâce à une action coordonnée et à leur professionnalisme, les policiers parvinrent à appréhender Corve. La musique s'évanouit, laissant place à un silence oppressant, seulement brisé par le son de l'interrogatoire. La voix du commissaire Dupont était ferme et inflexible, ne laissant aucun doute sur sa détermination à découvrir la vérité. Lors de l'interrogatoire, Corve nia catégoriquement toute implication dans le cambriolage, insistant sur son innocence. Il affirma ne pas connaître un certain Tomic, que la police considérait comme son complice, et par conséquent, ne rien savoir des tableaux volés, dont la valeur totale était estimée par les experts à plusieurs millions de francs. Cependant, Dupont, enquêteur chevronné avec de nombreuses années d'expérience, ne se laissa pas berner par les ruses de l'antiquaire. Ses soupçons étaient alimentés par de nombreuses preuves indirectes découvertes lors de la perquisition dans la boutique de Corve, ainsi que par des témoignages indiquant ses liens avec le monde criminel. Le commissaire était convaincu que Corve était impliqué dans cette affaire et était déterminé à le démasquer, malgré son talent pour mentir et se dérober. Alors que l'enquête progressait, le détective était de plus en plus convaincu de la duplicité de Corve. Son intuition lui criait que le suspect dissimulait quelque chose, malgré l'absence de preuves irréfutables. Le narrateur, avec une voix de plus en plus envoûtante, épaississait le voile de mystère. Les éléments à charge contre Corve restaient indirects, témoignages flous, contradictions dans son alibi et transactions financières suspectes juste avant le cambriolage. Cependant, ces indices suffirent à l'inculper de complicité dans l'audacieux vol d'œuvres d'art au musée. Corve fut arrêté et placé en détention provisoire. La musique, à cet instant, se fit plus discrète, presque méditative, soulignant la tension palpable. Le public se demandait, Corve était-il réellement le cerveau de l'opération, ou n'était-il qu'un simple pion manipulé? En dépit de son arrestation, les tableaux volés restaient introuvables. Ces chefs-d'œuvre, d'une valeur de plusieurs millions de dollars, semblaient s'être volatilisés. Tomic, le cerveau présumé derrière le cambriolage audacieux, continuait de narguer la justice, se fondant dans l'ombre avec une habileté déconcertante. 6 mois s'étaient écoulés, et l'enquête, embourbée dans un dédale d'énigmes et de contradictions, piétinait misérablement. La voix du narrateur, teintée de désespoir, laissait présager une issue funeste. L'espoir de revoir un jour l'étoile dérobée s'amenuisait de jour en jour, laissant derrière lui un goût amer de désillusion.
Les statistiques d'Interpol étaient cruelles, seulement environ 5% des œuvres d'art volées retrouvaient leur chemin vers leurs propriétaires légitimes. Le destin des chefs d'œuvre disparus restait un mystère impénétrable, tandis que Tomisch, tel un fantôme insaisissable, continuait sa cavale. L'affaire du cambriolage du musée d'art moderne, autrefois au cœur de toutes les conversations, sombrait peu à peu dans l'oubli médiatique, éclipsée par des faits divers plus récents. La société, résignée, semblait accepter la perte irréversible de ces trésors inestimables. L'ombre de l'impunité planait sur ce crime audacieux, laissant présager que le mystère de la disparition des chefs d'œuvre ne serait jamais élucidé. Soudain, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, une sonnerie stridente retentit au commissariat. Un homme, se présentant comme un complice d'un certain Tomisch, un voleur audacieux et ingénieux notoire dans le milieu criminel, venait livrer une information stupéfiante. Selon ses dires, Tomisch avait transformé son appartement en un véritable sanctuaire clandestin, dissimulant derrière ses murs un butin de toiles volées. L'atmosphère se chargea alors d'une tension palpable, soutenue par une musique angoissante qui amplifiait le suspense. Le craquement d'une porte forcée brisa le silence de la nuit, tandis que des pas furtifs résonnaient dans l'obscurité, emplissant l'espace d'une nervosité électrique. La voix du narrateur, plus fébrile, traduisait l'imminence d'un dénouement. La police, consciente de la valeur de cette information, se précipita à l'adresse indiquée, animée par l'espoir d'une arrestation fructueuse. Une fois sur les lieux, les agents procédèrent à une fouille méticuleuse de l'appartement de Tomisch. Leurs efforts furent récompensés, dans l'une des pièces, dissimulée derrière un banal placard, ils découvrirent une chambre secrète. C'est dans un lieu obscur, baigné de poussière, que les tableaux volés furent dissimulés. L'expertise confirma leur authenticité, scellant ainsi la culpabilité de Tomisch et de son complice, et redonnant espoir en la justice. Ces chefs d'œuvre, estimés à plusieurs millions de dollars, regagnèrent leur place légitime au musée. Mais cette joie fut de courte durée. L'illusion s'effondra lorsqu'il fut révélé que les œuvres étaient de parfaite contrefaçon. Wjorant Tomisch, maître dans l'art du cambriolage, avait dupé experts et public. La voix du narrateur, d'abord pleine d'espoir, se teinte désormais d'une profonde amertume. Les toiles originales, d'une valeur inestimable, restèrent introuvables. Leur disparition demeure l'une des plus grandes énigmes du monde de l'art. Le destin de ces œuvres, dont la valeur est estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros, demeure un mystère, alimentant un torrent de spéculation. La musique, d'abord triomphale, s'est muée en une mélodie mélancolique, reflet de la perte et du désespoir. Wjorant Tomisch, telle une ombre insaisissable, n'a été appréhendé qu'un an plus tard. Malgré les preuves, il n'a jamais avoué ni révélé le lieu où était cachée l'étoile. Son silence n'a fait qu'épaissir le mystère. Tomisch a écopé de 5 ans de prison, mais le secret des chefs d'œuvre disparus est resté inviolé. Jean-Michel Corvée, soupçonné de complicité, a été acquitté, faute de preuves. La voix du narrateur prend des accents rhétoriques, traduisant l'étonnement et la fascination qui persistent autour du cambriolage du musée d'art moderne de Paris. Ce crime, commis en mai 2010, est devenu l'un des plus retentissants et énigmatiques de l'histoire de l'art. Le voleur, connu sous le nom de Wjorant Tomisch, s'est volatilisé dans la nuit, ne laissant derrière lui que le vide sur les murs du musée et une multitude de questions sans réponse. Au cœur de Paris, un mystère persiste. Qu'est-ce qui a poussé Tomisch à commettre cet acte audacieux, à s'introduire dans le sanctuaire de l'art français? Simple appât du gain, désir d'une richesse facile? Peut-être était-ce une motivation plus profonde, un défi lancé à l'ordre établi, une démonstration de la vulnérabilité du monde de l'art, ou simplement une épreuve personnelle de courage et d'habileté. La vérité, probablement à jamais enfouie, se perd dans les spéculations. L'affaire, tel un labyrinthe complexe, sème des énigmes irrésolues et révèle la fragilité de l'art, même sous haute protection. Elle souligne la fine ligne entre génie et criminalité, montrant leur proximité. Le vol au musée d'art moderne de Paris a soulevé des questions essentielles, la valeur véritable de l'art, son rôle dans nos vies et les sacrifices que nous sommes prêts à consentir pour le préserver pour les générations futures, héritières de ce patrimoine inestimable. Au cœur d'une nuit ténébreuse, un audacieux cambriolage a ébranlé le monde de l'art. Des œuvres inestimables, signées Pablo Picasso, Henri Matisse, Georges Braque, Fernand Léger et Amedeo Modigliani, se sont envolées, laissant derrière elles un vide abyssal. On parle d'un butin colossal, avoisinant les 100 millions d'euros, une somme vertigineuse qui témoigne de l'ampleur et de l'effronterie du crime. L'acte, orchestré par un certain Tomisch, transcende le simple vol. C'est une atteinte à l'âme, une blessure infligée au cœur même de la culture.
En dérobant ses toiles, Tomic n'a pas seulement emporté des pigments et des toiles, il a dérobé une part de notre héritage, une parcelle de notre mémoire collective. Il a semé le doute, et ébranlé notre foi en l'intégrité de l'art, en la force de la loi, en la promesse de la justice. Dans le sillage de ce forfait, un sentiment de deuil et de désillusion s'est abattu sur les esprits. La musique, autrefois vibrante et joyeuse, s'est éteinte, laissant place au murmure mélancolique de la pluie, comme un écho de la tristesse ambiante. Mais face à cette épreuve, il est impératif de ne pas céder au désespoir. La quête de la vérité doit se poursuivre sans relâche. Il faut raviver la flamme de l'espoir, se battre pour que la justice triomphe et pour que l'art, ce témoignage précieux de notre humanité, demeure accessible à tous, sans distinction. Car l'art, bien plus qu'une simple esthétique, est le reflet de notre histoire, de nos cultures, de nos mémoires. Il est le pouls de notre civilisation, et nous devons le protéger à tout prix. Selon les mots du grand philosophe russe Nicolas Berdyaev, le sens de l'histoire réside dans l'expérience spirituelle, et l'expérience spirituelle dans l'expérience du sens. Nous ne pouvons tolérer que des criminels, mus par l'appât du gain, nous privent de ce précieux héritage transmis par les générations passées. Chaque année, plus de 30 000 œuvres d'art sont volées à travers le monde, selon l'UNESCO, soulignant l'urgence de protéger notre patrimoine culturel et la nécessité d'unir nos forces dans la lutte contre la criminalité qui le menace. Le son de la pluie, tel un écho à l'espoir d'un avenir meilleur, s'estompe peu à peu, laissant place à un silence où naît une détermination nouvelle. Un silence absolu, pesant de toute sa densité, enveloppait l'atmosphère, comme un cocon impénétrable. L'absence du moindre son, que ce soit le bruissement des feuilles sous le vent ou le chant des oiseaux, créait une sensation d'irréalité. Ce silence n'était pas une simple absence de bruit, mais quelque chose de palpable, de presque physique. Il semblait aspirer toutes les sensations, ne laissant derrière lui qu'un vide et une attente angoissante. Dans ces moments où le monde se fige dans le silence, la perception de nos propres pensées s'aiguise. Chaque battement de cœur résonne assourdissant, et la respiration semble anormalement forte. Le silence, un abîme à double tranchant. Tantôt source de paix intérieure, il nous invite à explorer les profondeurs de notre conscience. Tantôt, il se transforme en un terreau fertile pour l'angoisse, où l'imagination tisse des scénarios effrayants. L'expérience de privation sensorielle illustre ce phénomène avec une éloquence troublante. Des cobayes, plongés dans un isolement acoustique total au cours du XXe siècle, ont témoigné de perceptions étranges. Visions hallucinatoires, voix fantomatiques, sensations de flottement hors de la réalité, leur esprit, privé de repères, s'est mis à dérailler. Même une brève immersion dans un silence absolu peut déstabiliser ceux qui sont accoutumés au tumulte constant de la vie moderne. Ce besoin viscéral de stimulation sonore, même minime, révèle notre dépendance aux signaux extérieurs. Il nous aide à maintenir un ancrage dans le réel et à exercer un contrôle sur notre environnement. Le silence absolu, tel un miroir impitoyable, peut alors se muer en une épreuve psychique, dévoilant nos peurs les plus enfouies et nos angoisses les plus profondes.